La vie est belle. Donc je vais, pendant que voilà, les gens se réinstallent, quelques mots d'introduction pour présenter Jane Hall et James Binning, ou plutôt pour présenter le collectif Assemble, qu'ils vont représenter aujourd'hui. Souvenez-vous, les jeunes rebelles d'Équateur, Al Bordé, qui s'était venu en 2013. Après le collectif belge Rotor, qui est venu ici en 2015. Le Global Award récompense cette année une équipe encore plus jeune, qui est donc le collectif Assemble. Encore plus jeune et très peu diplômé. Assemble a été créé à Londres en 2010 par une quinzaine d'étudiants de Cambridge qui s'ennuyaient un peu, je crois, il faut bien le dire, dans leurs études, qui s'ennuyaient aussi un peu dans les agences où certains d'entre eux travaillaient déjà, comme on fait pour apprendre le métier. Voilà. Assemble s'est créé en collectif et s'est fait vite connaître par des actions de réparation sociale et culturelle dans les zones déshéritées, dans les interstices, dans les ruines modernes de Londres, puis d'autres villes anglaises. Actions qu'ils ont d'abord lancées eux-mêmes, investissant un lieu pour lui redonner un usage, un sens, avec le concours des habitants pour le réhabiliter et pour le faire vivre. Puis ce sont des associations, des groupes qui leur ont demandé des interventions, selon un mode qui n'a pas cessé d'être donc participatif et communautaire. Puis j'ajoutais aussi qu'à nous autres architectes, Assemble donne un autre visage de Londres. L'image que nous avons tous est celle d'une métropole mondiale heureuse, avec des chantiers extraordinaires, et ce festival d'architecture permanent que nous visitons régulièrement. L'action du collectif Assemble et de ses encore étudiants nous rappelle aussi que ce boom économique et urbain, comme dans toutes les métropoles du monde, creuse, en tout cas ne comble pas, de profondes inégalités, dont la ville est le théâtre. Puis j'ajoutais, je ne sais pas s'ils seront d'accord, elle révèle aussi que même à Londres, des étudiants bien doués s'ennuient finalement dans les agences où se fabrique cette architecture globalisée, XL. Les membres d'Assemble n'ont pas toujours tous passé leur diplôme, mais pourtant la plupart enseignent déjà et dans les meilleures écoles. Et je conclurai ce short bio en posant une question qui intéresse beaucoup la jeune scène alternative française, qui connaît bien Assemble, en tout cas qui les suit. Quel est l'avenir d'Assemble ? La question traverse en effet toute cette jeune scène européenne alternative qui veut sortir du modèle commande-projet pour retrouver un vrai rôle social et culturel, et qui doit trouver un modèle culturel, un modèle social, un modèle de développement. C'est une question que Assemble se pose aussi à sa manière. Nous leur avons en tout cas posée. Et je conclurai en citant leurs réponses. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Ce n'est pas vous qui l'avez dit, mais c'est un autre. Nous nous demandons toujours comment surtout nous pouvons grandir en tant que projet. Car, pour nous, Assemble, c'est d'abord un projet. À vous. Jane et James Binning, please. Hello. Hi. Bonjour, je suis Jane, vous avez James. Nous sommes deux, nous représentons un collectif d'une vingtaine de personnes. Nous sommes basés surtout à Londres, mais aussi dans d'autres villes, comme il a été dit, du Royaume-Uni, pour nos interventions. Alors, je commencerai par ce visuel. C'est un projet que nous avons réalisé il y a quelques années de cela, pour nous représenter d'une certaine façon. L'idée étant que ce qui nous a rassemblés au départ, et c'est quelque chose qui est sous-jacent à notre pratique, c'est un véritable intérêt pour construire une charpente, pour construire une maison collective. Cette photo est supposée ressembler à une communauté qui se rassemble pour construire une maison, un pignon. Il s'agit, il faut le dire, d'une activité très visible de la part de l'ensemble de la collectivité, comme des colons qui s'installeraient dans un territoire nouveau. En réalité, voilà à quoi ça ressemble plutôt. Voilà comment notre pratique, ou plutôt comment notre agence d'architecture a commencé. Et vous me voyez ici dans un coin avec James. En fait, la plupart d'entre nous avons une formation d'architecte et nous étions tous en agence à l'époque déjà, mais nous nous disions que nous pourrions faire plus.
et que nous étions tout frais et moulus, jeunes diplômés, mais que nous n'étions pas utilisés au mieux de nos capacités, pensions-nous. Nous pensions qu'il fallait beaucoup plus d'expérimentation pour devenir de vrais architectes. Et tout cela ne pourrait qu'enrichir notre expérience, celle que nous avions acquise de façon théorique derrière nos écrans d'ordinateur. Alors, je vais vous montrer un certain nombre de nos projets collectifs pour que vous ayez une idée de tout l'éventail de pratiques auxquelles nous nous sommes adonnés. Ce qu'il faut toujours pas garder présent à l'esprit, c'est que pour la grande majorité de ces projets, nous avons tout construit de nos propres mains. Et nous avons toujours essayé à chaque fois de trouver un angle intéressant, c'est-à-dire de trouver un élément de différenciation dans le processus. Alors, nous avons fait des chaises, et c'est James qui s'est adonné à cette activité. Nous avons travaillé avec un architecte brésilien. Nous avons fait également des projets de collaboration et de recherche ici. Il y a par exemple Simon Taro. Nous avons réimaginé les espaces oubliés, des utopies de béton et de mousse, comme on les appelle. Alors, il y a eu beaucoup de collaboration dans la plupart de ces projets. Nous avons commencé vraiment avec un très grand projet là, avec un aspect très performatif, un aspect de spectacle associé donc à l'objet architectural. À chaque fois, c'est une sorte d'intervention publique qui fait usage du bâtiment comme d'une enveloppe. Le projet lui-même est construit dans un lieu qui va être ensuite habité par ce spectacle. Nous construisons également des édifices, des bâtiments. Vous en voyez ici un exemple qui sera bientôt terminé. C'est une galerie d'art à l'est de Londres. En fait, on veut utiliser un espace qui existe déjà, et il y a des espaces qui ne répondent pas à la théorie du cube vide, mais au contraire des tas d'alvéoles qui peuvent être habités par les artistes. Et il y a cet élément de performativité dont je vous parlais au départ. Nous allons parler donc du premier projet, le cinéma de rue, le Cinéroléum, et vous allez voir d'où sont venues nos inspirations. Nous pensons qu'il y a d'autres rôles que les architectes peuvent endosser, à part construire. Nous pouvons nous différencier avec l'existant. Ce qui est important, c'est de garder présent à l'esprit que nous ne savions pas quels pouvaient être ces différents rôles que nous pouvions endosser. Donc, il s'agit là de transformer une station à essence dans le centre de Londres en cinéma de plein air, en cinéma de rue. Et ça a commencé avec une vraie économie de moyens. Tous les matériaux ici utilisés étaient des matériaux de récupération, ne coûtait pas cher du tout. Il nous avait été donné. Vous avez par exemple là du TIVA qui était utilisé pour les rideaux, pour l'enveloppe extérieure. Et ça a mis 5 semaines à faire ça en 2010, au mois de septembre. Et tous les sièges, c'était aussi de la récupération d'échafaudage. À l'intérieur, vous voyez à quoi cela ressemble. C'était une station essence qui était vétuste, qui était délaissée, désaffectée. Et on a essayé de lui insuffler une vie nouvelle. Et on a essayé de faire un cinéma. Le cinéma, c'est une activité collective et nous pensions qu'il était bon d'éviter tout ce qui était dérive commerciale des cinémas traditionnels grâce à ce nouveau concept de cinéma. Et en général, ce qui se passe, c'est que le rideau se lève et vous vous retrouvez dans la rue. Et c'est à ce moment-là les autres qui ont une vue sur vous. Dans une certaine mesure, en tout cas, en ce qui me concerne, le projet s'est arrêté lorsque nous avons visionné notre premier film, parce que pendant un mois avant cela, il y a eu une activité absolument foisonnante. Le spectacle, c'était quoi? Le spectacle était dans la rue. Le spectacle, c'était de construire le cinéma in situ dans cette zone de Londres par une équipe de volontaires et par un certain nombre d'artisans que nous avons employés pour montrer nos techniques constructives. Donc c'était cela le cinéma, c'était cela le projet, c'était s'organiser autour de quelque chose qui semblait simple. Le script, le scénario de base était très simple. Faire un cinéma, faire du cinéma, créer quelque chose de façon collective avec un bon degré d'autonomie. Donc les gens ont décidé de se doter de différents rôles. Nous avions
plusieurs lignes de production qui ont été décidées. Production par exemple, des sièges, production de l'enveloppe, c'est-à-dire des rideaux. 3 kilomètres de couture ont dû être réalisés. Vous voyez là des couturières qui sont à l'œuvre. Et il faut savoir que tout le monde a travaillé vraiment in situ pour créer cette transformation absolument spectaculaire grâce au Tyvek, c'est-à-dire ce matériau utilisé chatoyant donc, pour les rideaux. Et donc, on s'est intéressé aux matériaux, à leurs propriétés, comment on pouvait, par exemple, soulever ce rideau, aller au-delà de l'usage réservé traditionnellement à ces matériaux pour les réaffecter à un autre usage. C'était intéressant, ça nous a beaucoup amusé, c'était extrêmement ludique, mais voilà à quoi ressemblait avant et après, d'ailleurs, sa station-service. Elle ressemble à cela. On peut donc modifier les lieux, on peut changer la perspective d'un lieu pour une habitation ou un usage temporaire. Cela ne veut pas dire que cela restera sur la durée. L'infrastructure physique risque ensuite de revenir à ce qu'elle était. C'est là notre propos. Et c'est ce que nous voulons faire dans cette présentation. Nous voulons vous présenter aujourd'hui des projets particuliers où nous avons créé des organisations et une sorte d'infrastructure derrière le projet lui-même, la constitution d'une équipe. Alors, je vais vous montrer une série de projets, mais les projets qui suivent ne sont pas explicitement architecturaux de par leur forme, cependant. C'est plus vaste que cela. Alors, le premier projet dont nous allons parler, c'est à New Addington, une place qui a été réaménagée. New Addington, dans le sud de Londres. Donc, il y a eu un concours, un appel à idées. L'idée, c'était de redynamiser un lieu désaffecté, déshérité, précarisé, qui se trouvait donc au centre de cette ville. Vous voyez un petit peu à quoi cela ressemble. C'était donc sous-investi, on peut le dire comme cela, très peu d'investissement de la part de la municipalité, du gouvernement pendant les 20 dernières années. Donc c'était vraiment désaffecté. Beaucoup de cynisme autour de ce projet dès le départ, malgré l'appel à projet. C'est là qu'on a annoncé qu'il y aurait un budget relativement modeste, c'est-à-dire de 500 000 euros pour s'occuper donc de cet espace central, de cette place et de certains lieux adjacents. Beaucoup de personnes se disaient, on n'a pas besoin de services d'architectes pour pouvoir embellir un petit peu ce lieu. Ce n'est pas de cela dont on a besoin. L'intervention des architectes, se disaient certains. D'autres pensaient que l'argent aurait pu être certainement affecté à autre chose, la revitalisation, redynamisation des centres-villes notamment. Donc, ça, c'était important. Ce cynisme de base, ce cynisme contextuel, les gens avaient l'impression qu'on laissait de côté leurs intérêts et leurs besoins, tout ça pour embellir un lieu qui allait devenir photogénique au centre de leur ville et que ça n'était pas très important. Et donc, ça, c'était pour Addington. Dans les années 1930, je remonte un petit peu en arrière sur Addington, dans les années 1930, disais-je, il y a eu un lieu de recolonisation de l'Est de Londres après la guerre. Alors, il y a eu une sorte de plan radial qui a été établi avec des lotissements. Il n'y a qu'une partie, d'ailleurs, qui a été construite. Vous avez ici le centre-ville sur la droite, qu'on ne voit pas vraiment sur le visuel, et nous voyons effectivement ces constructions radiales tout autour, et puis un système de transport qui vous menait vers le centre-ville ou vers les grandes villes, mais qui n'a pas vraiment été fabriqué. Donc, jusqu'aux années 1980-85, il y avait certes des bus, mais très peu de connexions. Donc, ils se sont sentis isolés et marginalisés de ce fait, parce qu'il n'y avait pas de connexion par les transports. Donc, le projet, on est parti de la prémisse de cette commande. On essayait de voir quel était l'espace civique au sein de cette communauté qu'on pouvait utiliser à bonne fin, à bon usage. On a essayé de se mettre en tête la logique. Il y avait de l'argent qui devait être dépensé sur une amélioration physique, sur des infrastructures, sur des aménagements, et puis une part du budget qui était réservée pour une animation. Donc, on a essayé de réfléchir à cela.
Ce qui était intéressant, c'est de susciter l'intérêt dans le projet de la part de la communauté. On voulait avoir suffisamment de matériaux pour travailler. On voulait en fait avoir un cahier des charges plus robuste. On voulait dépenser la plupart de l'argent au début comme un investissement pour faire participer les gens à un dialogue quant à l'usage qui serait fait du lieu. On voulait susciter l'adhésion de la communauté qui pourrait déboucher ensuite sur des activités, et activités qui autrefois se faisaient à huis clos en intérieur, qui pourraient être portées sur l'espace extérieur. Alors, il y a des gens qui disent, par exemple, il ne se passe jamais rien, il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas de concert, il ne se passe rien. Donc, on a recueilli, en fait, toutes les demandes. Vous avez ici un document de ce qui existait, mais qui ne donnait pas nécessairement satisfaction. Et nous avons essayé de voir ce qu'on pouvait faire. On pourrait organiser, par exemple, pour les personnes âgées, des cours de danse, etc. Des événements pour la communauté qui étaient complètement sous-représentés à Eddington et qui manquaient cruellement. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et l'argumentaire, quand on a présenté le concours, c'est, voilà, on pourrait avoir toutes ces activités pour célébrer l'usage des lieux publics, des choses qui existaient autrefois, qui n'existent plus et qu'on pourrait réhabiliter aujourd'hui en redynamisant l'endroit. Alors voilà, ça, c'est la stratégie. Nous avons travaillé sur ce bâtiment pendant les 3 premiers mois de notre conception de projet, en consultation formelle le soir ou une fois par semaine pour pouvoir tenir la population au courant de ce que nous faisions. Ensuite, alors bien sûr, on organisait toute une réception. Il y avait les boîtes à idées, bonnes idées, mauvaises idées. On essayait de filtrer un peu toutes les remontées d'informations avec un groupe de personnes particulièrement intéressées au projet qui allaient ensuite sélectionner les différentes propositions qui leur étaient faites. Bon, certains disaient qu'on perdait notre temps, d'autres au contraire que non, etc. Bon, ça faisait en tout cas matière à réflexion, c'est remonté grâce aux réunions. Nous étions donc tout à fait disponibles en étant résidents du projet pendant la première période d'investissement. Et ça, c'est là que devaient se concentrer les travaux. Vous voyez ici la rue qui desservait cette place, qui relie la place qui était utilisée surtout comme parking au départ, avec les magasins de ce côté-ci, et puis la plupart des bâtiments administratifs et des logements qui se trouvaient plutôt de l'autre côté de la rue. Alors, nous avons commencé ce dialogue avec la population. Ce qui nous intéressait, c'était de revenir à ces événements qui existaient, à ces manifestations qui existaient par le passé et qu'on voulait réhabiliter. Et on voulait pouvoir parler aussi aux jeunes. On voulait faire intervenir dans ce projet la population. On voulait voir comment on pouvait donner pouvoir d'une certaine façon, autonomiser, montrer aux citoyens qu'ils pouvaient s'approprier, même à petite échelle, ce projet et le marquer de leur empreinte. Et dans ce contexte, ça a été un dialogue assez difficile qui a dû être mis en place quant au rôle que nous devions jouer comme architectes. Donc, il fallait convaincre de nos idées de design, il fallait prouver le bien fondé de nos idées. C'était difficile d'expliquer que ce design était utile pour toutes sortes d'activités. Et il y a eu beaucoup de résistance au début lorsque nous avons présenté des dessins comme celui-ci, par exemple, des esquisses comme celle-ci. On nous a répondu, on a besoin plus de sécurité, on a besoin plus de caméras dans les rues, de vidéosurveillance, on n'a pas besoin de ce genre de réaménagement. C'était difficile de mettre à mal ces réactions et d'aller au-delà. Donc, on n'a plus présenté d'esquisses, on a commencé à construire un certain nombre de choses pour initier, pour lancer des activités et d'une manière très concrète, en utilisant par exemple des scènes temporaires de théâtre, etc. Et tout ce qu'on avait montré dans la première partie du projet, on a commencé à mettre l'électricité, à mettre du chauffage pour organiser des activités, pour prouver aux gens, pour leur suggérer que cette place pouvait effectivement être utilisée pour ces activités civiques, plutôt que simplement d'avoir ces événements organisés dans des lieux clos. Alors, vous avez par exemple un spectacle de danse au moment de Noël. Donc, ce n'est pas idéal, faire venir les gens dehors pour ce genre d'activité, évidemment, vous en conviendrez. Mais ça a constitué la base d'un argumentaire qui démontre le mérite d'un usage qui pouvait être fait de cette place pour la redynamiser. C'était des mesures intéressantes. On voulait créer vraiment un point focal dans cette place.
Et on ne voulait pas que les jeunes s'approprient le terrain et en fassent leur territoire. Il s'agit là, vous le voyez, d'une simple scène qui a été montée autour des arbres pour qu'ils évoluent. Donc, c'est du matériau qui sont tout à fait simples. Et c'est un espace civique donc, qui a été utilisé. Et puis, c'était bien entendu des surfaces qui devaient être utilisées pour des activités telles que, comme vous le voyez ici, les vélos, les scooters, etc. Donc, il fallait que ce soit quelque chose d'assez solide. On ne voulait pas que ce soit, bien entendu, des matériaux qui puissent céder sous le poids des différents véhicules, etc. Nous avons passé beaucoup de temps à parler aux gens dans ces bâtiments autour de cette place. Nous avons travaillé avec la population, avec les résidents, pour leur permettre de venir expérimenter des activités tests. Nous nous sommes convaincus qu'en faisant tout ce travail, on n'avait encore rien fait, vraiment. On avait juste construit un argumentaire. On s'était juste posé comme designer et on n'avait encore rien construit, vraiment. Et lorsque nous sommes partis, on s'est dit tous ces schémas d'usage se poursuivront, mais ça n'est pas du tout ce qui s'est fait. Je crois qu'immédiatement, il y a eu des tensions politiques qui se sont exprimées. Alors, par exemple, des tensions qui sont revenues immédiatement. Par exemple, qui détient la clé pour avoir accès à cette scène qui avait été construite, des barrières matérielles, en fait, qui ont été érigées. C'était très difficile de partager cet usage. Il y a eu des jeux d'influence, des jeux de pouvoir, notamment de la part des commerçants autour. Donc, on avait fait beaucoup d'efforts. On avait essayé de bien concevoir ce lieu pour un usage bien particulier, mais nous n'avions pas pensé à ces tensions qui resteraient. Il fallait vraiment travailler sur l'humain. C'est ça qui permettait que l'espace soit géré et qu'il puisse justement servir de support à toutes ces activités. Donc, tous ces efforts de design ont été compromis de cette façon. Donc, on n'avait pas assez réfléchi au facteur humain. Si on l'avait su, on aurait conçu les choses un peu différemment. Donc, quel doit être notre rôle? Quelle doit être notre responsabilité? Ça nous y a fait penser, bien sûr. Donc, en tant que designer, nous nous sommes dit, ça ne suffit pas, il faut jouer un autre rôle. Et il faut aller au-delà de cela. Quelles étaient nos responsabilités en la matière? Bon, ça, c'est simplement quelques photos encore de cet espace que nous avons aménagé. Alors, il y a eu Atelier Black Horse. C'est la première fois que nous avons mis en place une organisation au long de projets de design pour concevoir l'espace et pour même trouver l'idée qui conduirait à l'élaboration et l'aménagement de cet espace. On a mis en place une structure d'organisation qui pourrait permettre à ce projet de s'épanouir, de se développer, de se concrétiser. Ça, c'est dans l'est de Londres, dans notre studio. Nous utilisons maintenant un autre espace, mais nous avons passé 2 ans et demi à East London. Et voilà à quoi ressemblait notre atelier, l'intérieur, le studio. Cet espace est partagé par différents designers. Nous partageons l'espace avec des métallurgistes, avec des charpentiers, avec des menuisiers. Et tout cela nous permet bien entendu une production à grande échelle. Et il y a différents usages de l'espace qui peut être fait également pour des manifestations sociales, ce qui augmente la cohésion de nos travaux. Voilà comment nous avons pratiqué au cours des 5 dernières années. Nous avons testé de nouveaux matériaux, dont des expériences ont été menées avec ces nouveaux matériaux, mais il y a eu des grandes maquettes et des prototypes à échelle réelle qui ont également été montés. Donc voilà comment on a utilisé l'espace pour essayer de faire plus d'espace, de faire en sorte que d'autres viennent rejoindre notre communauté en tant qu'auteurs façonnant l'espace à nos côtés. Et donc, nous ne travaillons pas de façon isolée en tant qu'architectes. Voilà, par exemple, une extension que nous avons réalisée sur un terrain vague à côté de nous, en utilisant des matériaux nouveaux pour faire donc toutes ces écailles colorées à la main
Et nous travaillions autrefois dans le petit espace qui se trouvait à côté. Donc, voilà où se trouve notre bureau. Et voilà le grand espace partagé que nous utilisons pour des événements partagés, pour des soirées, pour des expositions et d'autres manifestations. Et puis, ces espaces également que nous avons rachetés. Et il y avait beaucoup d'outils, de machines, etc., qui sont abrités. Et puis, cet espace-là qui était une sorte de collectif de 25 artistes. Donc, ça fait une communauté de 50 personnes au total. Il n'y a pas que les architectes, il y a tous ces gens-là autour. Donc, voilà où se trouve la réserve d'outils, de machines, voilà. L'atelier donc des menuisiers et des charpentiers. Nous avons donc pu utiliser cet espace à partager. L'idée, c'était également de voir comment nous pouvions faire participer d'autres dans l'acte de construction. C'est très utile, bien entendu, pour notre pratique architecturale, mais aussi cela fait partie du rôle social que nous sommes appelés à jouer. Nous construisons des espaces qui inversent les hiérarchies traditionnelles. Et ça peut être tout à fait intéressant pour les gens d'avoir la possibilité de secouer leur propre environnement, de s'impliquer dans quelque chose comme un projet de construction, que ce soit à petite échelle ou à plus grande échelle. Ça, c'est un petit projet à Hackney avec très peu de budget, avec une durée de vie de 4 ou 5 ans. On ramasse les gravats sur le site et on en fait quelque chose. On utilise pour cela de la chaux pour assembler ces différentes déchets ou gravats de construction pour en faire un édifice. L'atelier Black Horse, c'est un projet que nous avons développé avec un conseil au nord de Londres. L'objectif de cet atelier, c'était de tirer de notre expérience une méthodologie des projets de construction, s'inspirer de la culture qui avait été développée dans les studios quand nous travaillions avec d'autres professionnels et en faire un matériau plus open source, plus disponible de façon ouverte. Nous voulions avoir une sorte de bibliothèque, un référentiel d'outils, manuel d'utilisation pour toutes sortes de personnes, de l'amateur jusqu'au professionnel le plus aguerri. Nous voulions pouvoir conseiller les techniciens. Nous voulions un manuel d'utilisation quotidienne. Donc, c'était autour de choses assez simples, la métallurgie, le travail du bois, etc., d'espaces d'atelier. Il y avait également dans cet espace un café et une boulangerie. L'idée, c'était d'avoir un bâtiment public, mais pas seulement. On voulait également mettre en lumière les aspects sociaux. L'intervention sociale était importante. Donc, c'était un espace physique très simple, enclos de murs, un code couleur relativement simple. Ça a coûté très peu de faire cet atelier, environ 100 000 € seulement. Et l'espace en tant que tel, c'est la conversion d'un bâtiment municipal qui était mal isolé en un espace donc d'atelier. Donc, nous avons voulu créer cet espace où chacun pourrait grandir, s'épanouir pour soutenir ce genre de culture dans cette zone. Il y a eu un financement pendant un an. Une partie du projet, c'était de trouver une audience au sein de la collectivité locale, trouver à établir des racines, des contacts avec la communauté pour que cela devienne pérenne, pour qu'il y ait toute une communauté qui se développe autour de ce lieu et qui soit autoporté d'une certaine façon. Alors, nous avons travaillé en tant qu'architectes. Nous avons pu énoncer ce projet. Il y avait toujours une idée à propos du rôle que nous pouvions jouer dans le projet et après le projet. Donc, cet atelier Black Horse nous a fait travailler aux côtés des techniciens. Nous étions membres du conseil d'administration. Nous étions impliqués dans tout ce qui était design, conception. Et quelques années plus tard, nous étions encore impliqués. Nous étions allés en fait au-delà de la durée de vie anticipée de 4 ou 5 ans pour lui assurer plus de pérennité. Comment pouvons-nous donc assurer cette pérennité à l'avenir? Bon, là, c'est simplement des
classes de week-end, des cours qui ont lieu le week-end. C'est la première fois, je crois, que nous avons vraiment essayé de jouer un rôle qui allait au-delà du rôle traditionnel de l'architecte. Nous avons décidé que nous faisions partie de l'infrastructure formelle qui serait appelée à gérer à plus long terme ce projet. Nous l'avons fait depuis lors. Nous avons rejoué ce rôle à l'occasion d'autres projets et cela, je crois, a changé la relation que nous avons avec la communauté ambiante. Donc, la notion de participation, l'approche participative, cette notion de faire participer la communauté, ça, c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui. Et ce que nous avons pu découvrir, chemin faisant, c'est que nous trouvons intéressant de créer des espaces pour les communautés. Nous donnons aux gens les outils, nous leur donnons les moyens d'y évoluer de façon appropriée. Alors, nous avons ici un projet de terrain d'aventure, mais sans bâtiment. La construction n'est pas physique. La construction, c'est la réalisation d'un lieu, d'un endroit, pour une communauté qui ne s'identifiait peut-être pas comme une communauté, justement parce qu'elle avait été laissée de côté ou négligée ou délaissée par le gouvernement local. Ça, c'est à Dartmouth, en Écosse, près de Glasgow. Il y a énormément d'enfants qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui y vivent. Et même avoir des chaussures pour sortir et jouer dehors, ça n'est pas évident pour ces gens-là. Et ce qu'on a essayé de faire en toute première intention, c'est reprendre ce terrain vague pour le défricher, pour permettre un accès à ce terrain vague, pour qu'il devienne un terrain d'aventure et un terrain de jeu. Et tout cela nous est arrivé. Ce terrain nous a été mis à disposition. Nous voulions faire un centre d'art, mais ça paraissait un petit peu immoral de faire un centre d'art à un lieu où les gens n'étaient même pas en mesure d'avoir un logement décent. Donc, nous avons mis en place cette organisation pour organiser ce terrain d'aventure, pour travailler avec les différents intervenants. L'idée, c'était d'encourager les enfants à venir jouer, à venir investir ce terrain de jeu. Et comme l'a dit mon collègue, nous sommes toujours au conseil d'administration donc de ce projet. Donc, nous assurons la gestion et la pérennité. Donc, ces terrains de jeu, ces terrains d'aventure se fondent sur l'idée des terrains de jeu de Berlin qui ont commencé dans les années 1980. L'idée étant que la construction, c'est le jeu, qu'on peut apprendre en faisant, qu'on peut apprendre en construisant, que les jeunes se voient accorder des responsabilités ce faisant. On leur demande, par exemple, de faire un feu et de travailler ensemble à ce foyer. Et on leur dit que ce geste, par exemple, n'est pas dangereux, qu'il s'agit d'une simple leçon, que cela fait partie de la démarche éducative. Et nous avons fait des interviews avec des entretiens avec des créateurs donc de ces terrains de jeu. Et il a dit, au début, tous nos couteaux n'étaient pas aiguisés et les enfants ne se coupaient pas. Et puis, on a commencé à les aiguiser et ils se sont coupés. Mais ils se sont coupés une seule fois et après, ils ont appris. Donc, il faut donner des outils acérés à la collectivité, pas des outils émoussés. Il faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent s'approprier le lieu et ils apprennent en faisant. Donc, il y a ce terrain d'aventure, il y a une règle, vous pouvez faire tout ce que vous voulez si vous n'empêchez pas les autres de faire ce que eux veulent faire. C'est la simple règle, il n'y en a qu'une. Alors, comment ce projet est-il établi? Eh bien, nous sommes là pour assurer une sorte de soutien et nous restons là en réserve. Et tout cela est lié à un de nos plus grands projets, un projet
qui nous implique depuis environ 4 ans. C'est un projet à Liverpool qui s'appelle Granby Fall Streets. C'est dans ce quartier qu'il a été mis en œuvre. Les circonstances sont pratiquement les mêmes qu'à Glasgow. Il s'agit là d'une communauté très pauvre, très négligée, très délaissée. Et il y avait le gouvernement Labour des années 1980 qui a permis à un certain nombre de zones de tomber dans le déclin, dans la précarisation. Et nous avons été invités à une intervention, à travailler avec les habitants, les communautés, pour essayer de développer une vision nouvelle pour ces 4 rues et plus particulièrement pour Toxteth, ce quartier de Liverpool. Et ce qui nous a frappé, et ça frapperait n'importe qui se rendrait à Liverpool, c'est une histoire très riche de lutte sociale. Il y a eu les émeutes raciales des années 1980. Il y a énormément de Noirs et d'Asiatiques dans la population, une des plus importantes au Royaume-Uni. Et les gens se disaient que le système formel de gouvernance et de développement, ces systèmes avaient vécu et les avaient vraiment négligés et abandonnés. Voilà à quoi ressemblait la majorité des maisons avec lesquelles il a fallu travailler dans cet état de très grand délaissement. Et en même temps, il y avait un sens de la communauté absolument extraordinaire. Et on a voulu s'en servir de cela. Il y a l'acte visible de la création d'un habitat qui peut être une forme de militantisme ou de protestation. Donc, il y a des résidents qui vivaient toujours parmi beaucoup de maisons abandonnées. Des maisons ont été rachetées, les gens ont commencé à végétaliser, les gens se sont dit, eh bien, on habite là et c'est important pour nous. Nous nous sommes familiarisés avec le groupe de résidents qui avait constitué une sorte de trust communautaire, une sorte de fonds, une association, un collectif. Donc, ils avaient les maisons sur ce foncier. Donc, les maisons restaient la propriété du trust. Le foncier restait la propriété du trust, mais les maisons pouvaient être vendues. Donc, la valeur de ces maisons restait entre les mains de la collectivité. Donc, nous avons essayé, nous avons vu que cette communauté que nous voyions était riche, en dépit du fait que cette zone était extrêmement déshéritée, donc elle avait pu s'enrichir malgré tout. Et nous avons essayé de créer toute une trame narrative autour de cela. Voilà quelques exemples de réhabilitation de ce lieu. Un très bon sens de l'humour, comme vous le voyez, parce que les gens disaient, par exemple, ne foncez pas dans ce mur, etc. Des slogans assez humoristiques. Ça devenait pratiquement une lutte. Cet acte constructif était vu comme un militantisme. Alors, quelle était notre approche? Notre approche, c'était vraiment de tirer profit de la façon dont ces maisons étaient pratiquement tombées en ruine. Alors, au lieu de prétendre que on avait très peu de budget et on savait qu'il y avait très peu de façons de contrôler ce qui serait fait en matière de réhabilitation parce que les ressources étaient très limitées. Donc, nous avons voulu minimiser la démarche constructive. Alors, vous voyez parfois là un plafond qui s'est écroulé. Eh bien, on ne le reconstruit pas, mais on construit autour de la partie qui s'est effondrée. On se dit, eh bien, la maison aurait pu être construite comme ça. Il y a peut-être des espaces qui peuvent être reconstruits et qui puissent répondre aux besoins d'une autre type de communauté ou de mieux répondre à la culture d'une communauté qui n'est pas la communauté d'origine et qui n'aura pas la même façon de vivre. Ça peut être par exemple une famille musulmane qui aura besoin de plus d'espace ouvert ou un couple plutôt qu'une famille, etc. Toutes sortes d'arrangements étaient possibles en travaillant autour de cette situation. Alors voilà un des espaces qui a été ainsi réinvesti et d'une certaine façon, nous nous sommes dit que notre travail devenait très formel. Notre relation avec la communauté était, comment pourrais-je dire, inhabituelle dans son intensité. Nous étions très impliqués dans ce projet, très impliqués auprès d'eux dans cette démarche. Mais l'idée, c'était quoi? C'était tout simplement de rénover ces maisons adjacentes et avec des ressources fort limitées. C'était ça, en fait, à la base. Ces projets. On avait l'impression nous manquait un petit peu d'éthique en tant que collectif. Nous n'avions peut-être pas posé les choses. Nous n'avions pas
a parlé de cette idée de processus et de méthodologie qui pourtant, nous avions travaillé très, très dur là-dessus pour pouvoir nous développer. Voilà, nous allons voir maintenant comment nous avons essayé de changer la donne. Alors, nous avons vu les premiers projets avec les façades très colorées, qui est une extension du bâtiment de notre studio. Alors, l'idée, c'est que si nous construisons 95% du projet de façon économique et rapide et de façon très pratique, et c'est ce qu'on a fait, on avait tout simplement une charpente en bois. L'idée, c'est de pouvoir tout assembler nous-mêmes. On a utilisé un système de panneaux relativement simple qui ne coûtait pas cher du tout, donc démarche très, très peu onéreuse sur le plan constructif avec très, très peu de détails, un côté très, très pratique. On s'est dit 95%, ça peut être ça. Et puis, il peut y avoir un élément différenciant. Alors, par exemple, cette façade à écailles que nous avons montrée et qui lui donne une personnalité et un statut. Ça fait que 5% du budget, mais ça fait toute la différence. Et c'est effectivement 5% pour un élément qui pouvait rénover le bâtiment et en faire quelque chose d'emblématique et de différent. C'est un petit peu comme la même chose avec les maisons à Liverpool. Là encore, le cahier des charges était très, très simple. Donc, les entreprises de construction pouvaient intervenir de manière très peu onéreuse. C'était peut-être 70 000 par maison. C'était très, très peu. Et une fois qu'on avait cette enveloppe très simple, on pouvait faire la différence par un petit détail. Il y a les gens qui, pendant 20 ans, avaient lutté pour obtenir quelque chose de mieux, une meilleure maison. Et donc, ça ne suffisait pas, après 20 ans, de simplement leur remettre quelque chose de trop simple, de trop rudimentaire, d'une sorte d'enveloppe et rien de plus. Donc, il y a eu l'idée que 95% de la maison pouvait être faite de façon très rapide, très simple, etc. On utilise au mieux les possibilités, l'occupation, et puis on peut décider de laisser une partie du bâtiment sans toit et l'aménager. Et donc, il fallait qu'il y ait un objet emblématique pour redonner de la richesse et du caractère, pour montrer que c'était important. Cet intérieur victorien d'origine, il fallait lui redonner une identité, il fallait qu'il devienne visible. Et on voulait montrer que c'était encore vivant, qu'il y avait de la vie. Voilà un exemple, là, par exemple, de cette cheminée qui a été faite à partir de gravats, de démolition, tout simplement. C'était des morceaux de briques et des morceaux de métal, et on a tout compacté pour en faire effectivement cette cheminée. Et ça, c'est le cœur symbolique du foyer. C'est le foyer au cœur du foyer. Et il y a par exemple ces matériaux de construction qui ont été également fabriqués. Alors, on utilisait encore une fois des gravats de récupération. Il y avait des activités qui étaient tout à fait visibles dans cet élan de transformation. Et donc, on a utilisé tout cela. Il y a un certain nombre de produits qui sont faits à partir des matériaux de récupération. Et ça communiquait bien le message que nous essayons de faire passer, l'essence même de ce projet autour de la rénovation et de la redynamisation de ces projets. Et nous avons utilisé toujours des produits de récupération pour façonner des objets. Nous avons expérimenté des choses toutes simples. Par exemple, on a utilisé ces produits pour faire des poignées de porte dans les chambres, dans la cuisine. On a embelli par des boutons de poignées de porte en céramique. On a utilisé également et fait des carreaux de céramique et des carrelages à partir de ces matériaux de récupération pour leur donner une identité, une personnalité, une couleur tout à fait unique. C'est le petit rien, mais qui ajoute à cette démarche constructive. Petit détail donc qui est utilisé pour créer des schémas tout à fait graphiques. Donc ça, c'est une démarche qui peut être tout à fait porteuse. Ça peut être fait de façon rapide, peu onéreuse, pour faire la différence, pour apporter de la diversité. Et pourtant, c'est tout à fait simple de faire du carrelage à partir de ces différents éléments. Donc, c'est cette idée-là qui a présidé à notre démarche. Comment est-ce qu'on peut faire de la maison un site de production? Comment produire donc de nouveaux matériaux? Comment est-ce qu'on peut développer donc cette ligne de produits pour ces premières séries de maisons, pour les enrichir au-delà d'une simple rénovation pure et simple? Donc, cette activité a eu lieu surtout à l'arrière des maisons, dans les cours, etc. Voilà. Donc, on a vu
par quel processus on pouvait utiliser les matériaux qui se trouvaient autour de nous, des processus que nous connaissions. C'était des gens relativement peu formés, qui avaient peu de compétences techniques. Vous vous souvenez du Cinérellum, le cinéma de rue que nous avons construit en premier. À chaque fois, on essaie de trouver un point d'équilibre. Il faut qu'il y ait des compétences techniques, mais on n'a pas besoin d'être forcément extrêmement compétent dans différentes techniques constructives. On ne veut pas que ce soit l'artisan, enfin, on veut que l'artisan chevronné puisse travailler avec d'autres artisans, avec un niveau d'intelligence et de compréhension. Il faut, bien entendu, former et il faut arriver à des normes relativement cohérentes, mais il faut toujours permettre également, donner place au hasard pour que quelqu'un qui viendrait sur le chantier puisse apprendre très rapidement cette technique, puisse se l'approprier et puisse donc l'utiliser et intervenir avec différents types de pigments dans le béton, etc. Donc, encore une fois, il faut que ce soit un processus d'instruction relativement simple. Voilà ici un autre exemple, toujours avec le travail de la céramique. Imaginons que vous ayez un déjeuner, vous faites brûler tous les emballages et vous transformez ensuite, vous utilisez le feu qui est ainsi produit pour faire des poignées de porte en céramique avec des matériaux de récupération. Voilà donc l'espace atelier qui a été mis en place de manière plus formelle, plus officielle. Alors, à ce stade, bon, je reviens quelques diapositives en arrière. Donc, on a remarqué ce projet au Royaume-Uni. À cette époque-là, il a été nominé pour le prix Turner, un prix de très grande renommée au Royaume-Uni. Et donc, on a eu un coup de projecteur, une attention du public qui s'est tournée vers ce projet. Il y a eu alors de l'incertitude quant au lien que ça pouvait avoir avec le projet à Liverpool. Ce n'était pas vraiment à nous de raconter l'histoire. On avait travaillé sur ce projet. Eux, ils avaient travaillé sur ce projet pendant 25 ans. C'était eux qui étaient à l'origine de ce projet. Et donc, cette histoire, l'histoire de notre projet, était liée à eux. C'était eux qui étaient derrière tout cela. Donc on a essayé de trouver un moyen d'utiliser ce coup de projecteur afin de travailler à l'avenir. Les habitants avaient commencé à s'approprier les maisons, le quartier. On a décidé de mettre en place un atelier, l'atelier Granby, un petit espace, et on a produit là des prototypes qui ensuite devaient être vendus pendant une exposition. Donc ça a été en quelque sorte la vitrine, et ça a apporté, ça a attiré l'attention des médias. L'idée était de lancer une sorte d'activité dans cette zone qui pourrait aider les habitants et qui pourrait avoir un effet sur une longue période de temps et aider à la transformation de cet endroit. C'était un endroit tout simple et on créait des prototypes. Ça, c'était des expériences, des objets faits à partir de carton, très bon marché, très léger. Là, on utilisait de la gomme de silicone pour faire des rosaces de plafond, un détail typiquement victorien. On essayait donc d'apporter de jolies finitions au bâtiment et puis de travailler avec des gens qui avaient des compétences. Ça, c'est une céramiste qui a créé des produits en terracotta, des sortes de tomates, en quelque sorte. Donc on a essayé de créer des produits qui pourraient ensuite être utilisés dans les maisons et être vendus. Ça, c'est une chaise faite toute simple avec un cadre de métal et du tissu. Là, on a utilisé une technique de marbrure pour faire des poignées de porte. Là encore, une poignée de porte en céramique.
Et tout ça était montré, était présenté avec toutes les expériences, qu'elles soient réussies ou moins réussies. Et tout ça, ça faisait partie de cette exposition qu'on a présentée. Et ensuite, on finissait par les maisons. Donc, non seulement on avait travaillé sur l'architecture, mais on avait travaillé également sur un certain nombre de projets associés afin de créer vraiment une histoire avec les résidents, afin de leur donner une plateforme qui leur permettrait de continuer le projet selon leurs propres envies, de créer des liens également. Il y a des gens qui sont arrivés un petit peu tard dans le projet, mais qui ont apporté une compétence particulière et qui a permis de développer le projet. Ça, c'était il y a quelques années. C'était la journée de lancement de tout cela. On va à présent changer de lieu. Ce sera quand même dans le quartier. Et on va, là aussi, on va procéder de la même manière. Dans notre studio, on va essayer d'employer des personnes locales, les faire travailler avec nous dans le même espace. Le travail à Liverpool est vraiment en cours. On est en train de créer tous ces espaces, tous ces ateliers. Et on a un certain nombre d'autres projets sur lesquels on travaille. Et on essaie de faire en sorte que tout ça ait un rôle à jouer, qu'il n'y ait pas seulement l'infrastructure physique, le bâtiment, mais que tout ça permette de reconstruire la communauté, et de réhabiliter le quartier, d'avoir un rôle peut-être plus social, et qu'une structure organisationnelle telle qu'un atelier puisse, au fil du temps, avoir un rôle dans le quartier, et que les habitants puissent se l'approprier et l'utiliser comme ils le souhaitent. Donc voilà, les 3 projets dont on voulait vous parler aujourd'hui. On voulait moins parler du côté architectural et de nous, mais plutôt de la façon dont on a essayé de jouer un rôle, de s'impliquer dans les projets, et dans les bâtiments physiques qu'on a érigés. J'espère que ça va peut-être amener des questions intéressantes sur le rôle que peut avoir un concepteur, un architecte, et comment on peut développer ces idées et repousser les limites dans le travail que l'on fait. Merci beaucoup.